Puis dans le fond, ce que je vais essayer de faire, c'est résumer qu'est-ce qui se passe actuellement là, par rapport au marché de la fourrure. Fait que, puis Pierre-Yves, tu vas être content de voir qu'il y a moins de monde qu'à ta conférence sur les coyotes. Hein, fait que c'est toi qui gagne. Fait que, dans le fond, depuis 10 ans, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Bien, 2010, 2011, 2012, le marché est en montée. Si vous avez commencé à trapper en 2010, là, vous êtes parti sur une pente en montant. Puis ceux qui étaient là en 2013, c'était le paradis. Okay? Tout se vendait en fou. Si vous n'avez pas fait d'argent en 2013, vous n'en ferez jamais. Okay? Fait que 2013, c'était le top des prix pour à peu près tout. Les prix records. En fait, c'est des prix records pour nous autres, mais en valeur absolue, là, si on dit la puissance du dollar, c'était pas des prix records, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à peu près toutes les espèces se rendre à pas loin du 100$, ou en tout cas, tout se vendait bien. Puis en 2014, là, la baisse, ça a commencé. Puis en fait, ça a commencé beaucoup plus vite qu'on aurait aimé. Puis quand ça commençait à baisser, tout le monde a dit « Ah, c'est normal, ça refroidit un peu, mais ça va repartir. » Puis en 2015, ça a baissé, puis en 2016, ça a baissé, puis en 2017, ça a baissé, puis en 2018, ça baisse, puis en 2019, ça baisse. Puis là, en 2020, c'est quoi qui va se passer? Puis jusqu'à date, la pire année qu'on a eue dans les temps modernes, c'est 2019. Hein? Tout sauf le coyote. OK? Puis je vais en parler un peu de ça. Fait que la question que tout le monde se demande, c'est est-ce que ça peut être pire? Pour bien comprendre le marché de la fourrure, il faut comprendre des affaires de base. Premièrement, c'est un item de luxe. OK? Fait que la fourrure, c'est un produit de luxe. Nous autres, quand on trappe, c'est dur d'imaginer que c'est du luxe, mais les gens qui l'achètent, c'est un produit de luxe. Fait que tout ce qui touche les diamants, l'or, les Porsche, les voitures de luxe, le marché de la fourrure suit les mêmes courbes que ça. Quand l'économie va bien, les gens ont de l'argent, ils achètent du luxe. Quand les gens crevent de faim, ils n'achètent pas de luxe. OK? Fait que pour vendre la fourrure, ça prend un pays avec des gens riches. OK? C'est idéalement une culture d'afficher sa richesse. OK? Ce qu'on n'a pas au Québec. OK? Il y a des gens riches dans la salle, puis ils ne sont pas habillés différemment. En Chine, quand tu es riche, tu veux être sûr que tout le monde le sait. OK? Fait que comment tu affiches ta richesse quand tu es en Chine? Il faut que ton char soit plus gros que celui du voisin. Il faut que ta femme soit mieux habillée. Il faut que ton mari soit mieux habillé. Il faut que tes enfants aillent à des meilleures écoles. Il faut que tout reflète que tu es plus riche que ton voisin. OK? Fait que la culture d'afficher la richesse, avoir un produit qui est attrayant, OK, côté mode. OK? Fait que ça, vous avez vu, on a fait une parade de mode. Il y a eu une parade de mode hier. Il y a une raison pourquoi on encourage ça. Il faut que ça reste en mode. Les gens riches ne veulent pas acheter des affaires qui sont vieux, OK, qui sont vieillots. Il faut que l'économie soit bonne pour du grand volume. OK? Fait que si quelqu'un me dit qu'à Saint-Hyacinthe, c'est plein de gens riches qui aiment ça montrer qu'ils sont riches, bien, le problème, c'est que Saint-Hyacinthe, c'est pas assez gros. OK? Mais en Chine, avec 1,3 milliard, ça, c'est assez gros. OK? Ça prend du volume. Ça prend aussi de la stabilité économique et politique. OK? Fait que ça, pensez, là, chérie, on va manger au meilleur restaurant de la ville, mais si tu perds ta job 2 jours avant, il y a bien des chances que tu n'iras pas. Okay? Donc, c'est un luxe. Puis si tu penses que tu vas peut-être perdre ta job, il y a bien des chances que tu n'iras pas non plus. Ça fait que ça prend une bonne économie, mais ça prend aussi de la stabilité économique. Ça prend idéalement de l'acceptabilité sociale. Fait que si je mets un manteau, je ne me fais pas lancer des roches. En Chine, les animaux, ils n'ont pas de droit, puis personne ne pose de jugement sur quelqu'un qui porte de la fourrure. Fait que ça aide. Puis après ça prend de l'infrastructure de support. Ça veut dire quoi? Ça prend des tanneries, ça prend des magasins pour vendre la fourrure. Ça prend du monde qui en font, ça prend des artisans, des designers, etc. Fait que ça, c'est la table. En temps normal, au niveau mondial, on a 2 grands acheteurs. Okay? Puis ça fait assez longtemps. Puis quand tout va bien, on s'en fout parce que tout va bien. Quand tout va mal, tu te dis, coudonc, c'est qui l'achetait, puis comment ça que ça ne marche plus? Okay? On avait 2 grands acheteurs, la Chine puis la Russie. Le plus important pour les trappeurs, c'est la Russie. Okay? La Russie, pourquoi? Parce qu'il y a une forte culture de fourrure sauvage. En Russie, pour de la fourrure sauvage, oui, pour le luxe, mais aussi parce qu'il fait fret. Okay? Puis plus qu'il fait fret, la fourrure, c'est un produit de luxe pour les pays froids. Okay? Fait que dans le centre, à l'équateur, vendre la fourrure, c'est tough parce qu'il fait chaud. Fait que le monde n'a pas besoin de ça. OK? Donc, la Chine et la Russie, c'est des pays qui sont froids. En Russie, très forte culture. Puis, la Chine manufacture pour la Russie.
OK? Fait que quand les Chinois achètent de la fourrure sauvage, souvent, c'est pas parce qu'eux autres, ils en consomment un peu, mais souvent, la destination finale, c'est la Russie. Puis la Russie, c'est la destination finale pour les acheteurs de la Grèce, de la Turquie. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de pays qui sont importants, mais quand ils achètent, c'est pas pour eux autres. Ils achètent, ils manufacturent, puis c'est vendu final en Russie. OK? Il y a d'autres joueurs, la Corée, OK? L'Europe, puis on dit que l'Amérique du Nord, c'est moins de 10% du marché. OK? Puis là, il y aurait une réflexion un jour à avoir. Pourquoi que le Canada, c'est pas un des plus gros consommateurs? Il y a des gens riches, il fait fret. Bon, la culture d'afficher sa richesse, ça, c'est une autre affaire, mais... Fait que, évidemment, la Chine a un très gros marché, très populaire, OK? Et c'est pour ça que vous en entendez souvent parler dans le contexte du marché de la fourrure. OK? OK, fait que Chine et Russie, les deux grands joueurs. La Chine aime les grands volumes et l'uniformité. OK? Un Chinois, dans son modèle d'affaires, c'est grand volume, petite marge. Fait que je ne ferai pas beaucoup de profit, mais je vais en vendre 1 million. Fait que même si je fais 2 piastres, j'en mets 1 million, moi, être correct. OK? Fait que dans leur modèle d'affaires, c'est ça. Ils veulent de l'uniformité. Ils ne veulent pas avoir à penser. OK? Fait que s'ils achètent du vison d'élevage, ils peuvent acheter 50 000 pots de la même grandeur, de la même couleur, de la même qualité. Ils n'ont même pas besoin de les voir. Ils les envoient directement à la manufacture, puis ils disent à leurs gens, pose pas de questions, coupe de même, coupe ça de même, mets ça, puis à la fin, ça va être correct. Dans fourrure sauvage, vous comprenez que c'est impossible à faire ça. OK? Parce que mes ratons, puis ceux de Sébastien, puis ceux de Pierre Boutin, sont pas pareils. Bien, pourtant, on trappe à la même place, puis ils sont tous bien apprêtés, mais les miens sont un petit peu plus larges. Lui, il a fait sa fenêtre d'inspection comme ça. On n'a pas tout à fait le même modèle de moule. J'ai commencé plus tôt que... Il n'y a pas 2 ratons pareils. OK? Les Chinois, ils n'aiment pas ça. Okay? Tout ce qu'ils demandent, une réflexion, ils perdent de l'argent. Fait que ce qu'ils veulent, c'est du gros volume, puis je ne veux pas avoir à penser. Okay? Puis la stratégie, dans le fond, des grandes surfaces à faible coût. La Russie adore la fourrure sauvage. Bon, qu'est-ce qui se passe en 2013, puis pourquoi ça change? La chicane avec l'Ukraine pour la Crimée en février 2014. Ça, c'est le début de l'enfer pour les trappeurs. Puis là, il y a une autre leçon, hein? La stabilité politique, c'est bon pour nous autres. Quand il n'y a pas de stabilité politique, c'est mauvais. Parce que quand il n'y a pas de stabilité politique, qu'est-ce que tu fais? Bien, si on va en guerre, je suis peut-être mieux de sortir mon argent de la bourse, je suis peut-être mieux de ralentir sur le luxe parce que peut-être qu'on va tomber en récession. Si on tombe en récession, j'aime mieux avoir de l'argent dans mes poches que d'avoir une Porsche dans la cour. OK? Fait qu'en 2014, quand ça change, il y a des sanctions économiques contre la Russie. Le prix du pétrole baisse, c'est l'économie de la Russie. Leur monnaie, elle perd de la valeur. Fait qu'ils en veulent la fourrure, leur argent est juste pas assez fort pour en acheter. OK? Fait que ça cause la dégringolade de la monnaie, puis les Russes sortent de l'équation. OK? Puis à NAFA, à l'époque, les Russes étaient des gros clients, puis en 2014, ça a été comme coupe au couteau. Ils voulaient en acheter, ils n'étaient pas capables. OK? Puis pensez que votre pièce canadienne, là, est quoi, 75 US? Bien, pensez qu'elle tombe à 10 cents US. Puis tu t'en vas en vacances aux États-Unis. Ça va coûter plus cher. OK? Fait que les Russes, ils continuent d'aimer la fourrure, mais leur monnaie n'est pas assez forte. Puis là, je voulais montrer ça pour montrer c'est quoi un vison d'élevage. C'est dur à imaginer, la grosseur, mais moi, j'ai parlé à des éleveurs, ils m'ont dit, Serge, quand on a un beau, il pèse 20 livres. Un vison. Fait qu'un vison sauvage, quand tu pognes 2 livres, là, c'est un gros mâle, c'est 2 livres, peut-être bien 2 livres et demi. Mais un vison d'élevage, il en amène jusqu'à 20 livres. C'est plus gros qu'une loutre. OK, vous voyez la longueur de la peau, là, puis il y a plus long que ça, là. OK, fait que, puis ils sont tous pareils. OK, fait que quand on dit la stratégie du grand volume, le gars, il va en produire 50 000. Ils vont tous être identiques, c'est les mêmes moules, ils ont été tués la même journée, ils ont la même longueur de poils, ils sont exactement la même couleur. Fait que le Chinois, il regarde ça là, il dit, c'est beau, t'en as comment 50 000? Envoie la tannerie direct. J'ai même pas besoin de les voir. Puis la tannerie, envoyez-les direct à l'usine. Ils ont déjà les consignes, comment les couper. Je veux même pas les voir. Il n'y a pas d'artisan avec du vison d'élevage. C'est de la production de masse. OK? Puis les Chinois, vous savez, ils aiment ça. OK. La Russie, bien, j'en ai parlé un peu. C'est au nord. Un grand pays, consommateur, mais avec une monnaie qui vaut pas cher. Fait que comment on vend à l'international la fourrure? Bien, on vend, si c'est un petit volume, des connexions privées.
OK? Fait qu'il y en a des acheteurs au Québec qui ont des connexions privées. OK? Fait qu'ils ont des manufacturiers, ils ont des designers, ils ont une commande pour 5000 ratons. Bien, il va acheter jusqu'à temps qu'il ait ses 5000 ratons, puis après ça, il n'a plus de besoin. OK? Puis souvent, c'est précommandé. Fait que quand il vous l'achète, il y a déjà la place pour le vendre. OK? Mais quand c'est du grand volume, ça prend une maison dans le camp. OK? Fait que je dis tout le temps, un acheteur privé peut acheter 5000 ratons, il ne peut pas en acheter 500 000. Puis dans les bonnes années, juste à NAFA, il passait 1 million de ratons quand le raton se vendait. 1 million de ratons laveurs par année. C'est pas une connexion privée qui achète ça, là. Ça prend des pays qui achètent ça. Fait que jadis, il y avait 2 grandes maisons dans le camp, NAFA et Fur Harvester. Puis les ventes aux enchères, ça ressemblait à ça. C'était au niveau mondial. Là, vous le savez, dans ma présentation, j'ai été présenté comme le vice-président de NAFA. J'étais président du conseil. En fait, je le suis encore, même si l'organisation n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé à NAFA? Bien, je peux vous dire, ça intéresse du monde. En 2013, vente record, toutes les industries sur la planète, toutes les maisons dans le camp, tous les éleveurs de visons, tout le monde a agrandi. Quand tu fais de l'argent comme de l'eau, là, il y a une façon d'en faire plus, c'est d'agrandir. Tous les éleveurs de visons ont augmenté les productions. Les maisons dans le camp, ils ont toutes racheté des bâtisses, agrandi, parce qu'ils ne fournissaient pas. Okay? Mais quand ça a viré, là, tout le monde est en train de s'élargir et de grossir. Fait que t'imagines, tu viens d'acheter 20 nouveaux restaurants, puis d'un coup, il y a 20 fois moins de monde. Ben, c'est pas bon, ça. OK? Le vison d'élevage, les acheteurs, les éleveurs de visons d'élevage, une longue histoire courte, ça coûte à peu près 30 à 40 piastres élever un vison d'élevage, dépendant d'où tu vis, puis tout ça. 30 à 40 piastres par pot. C'est ça que ça coûte à produire. Dans les bonnes années, il y a les acheteurs, les éleveurs vendaient à 100 piastres la peau. Ça arrondi à 50 piastres de profit par pot. Fait que tu comprends que si ça a 50 piastres de profit, 1 million de visons, c'est mieux que d'en avoir 25. Fait qu'ils grossissent. Puis ça a monté à 100 millions de visons, de pots de visons d'élevage au niveau mondial. Les Chinois en faisaient, tout le monde qui pouvait en faire. Si tu pouvais en mettre 4 dans le sous-sol, j'exagère, mais tout le monde qui avait de l'espace essayait d'agrandir. Il y avait 5 maisons dans le camp. La plus grosse, c'est Copenhague, au Danemark, qui ne fait seulement que du vison. OK? Fait qu'au Danemark, ils ne vivent seulement que de ça. Après ça, il y a Saga en Finlande qui fait du vison, du renard d'élevage. NAFA était à Toronto. Puis là, j'ai écrit mourant parce qu'évidemment, je vais revenir là-dessus. Fur Harvester en North Bay qui fait principalement de la fourrure sauvage. Puis il y avait une compagnie, American Legend, à Seattle, qui s'est éteinte. OK? Fait que ça, si je suis de l'extérieur, là, puis je vous présente 5 business, puis je vous dis, il y en a une qui est morte, il y en a une qui est mourante, bien, dites-vous que c'est pas rose pour ceux qui sont en avant. Ceux qui sont encore là, c'est sûr que leurs finances, présentement, c'est pas super. Okay? Il n'y a pas de cachette. Ça fait 6 ans que le marché baisse. Fait que quand le marché est bon, il y a du gros volume, tout le monde fait de l'argent, des gros profits, 10 de commission sur un vison à 100 $, ça fait 10 $. Puis là-dessus, il y a 10 au vendeur qui est chargé. OK? Fait que les compagnies qui font 20 piastres de profit sur 3 millions de visons, c'est pas dur de faire 60 millions de profit. Comprenez, quand tu fais de l'argent, plus tu as de volume, plus c'est payant. C'est pour ça que tout le monde va agrandir. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui a dit, nous autres, on reste petit. Ben non, on ne reste pas petit. Pour être riche, il faut grossir. Fait que tout le monde en veut plus, les éleveurs en produisent plus. Tout ça monte. Et quand le vison se vend à un prix de fou, la fourrure sauvage est entraînée là-dedans. Okay? C'est pas parce que la mode était plus forte, c'est pas parce que... Mais il y a tellement de demandes de fourrure que ça traîne la fourrure sauvage avec. Et là, le marché sature. Okay? Les riches, à un moment donné, ils ont tous un manteau. Ils en ont tous 2, ils en ont tous 3. Fait que ça, c'est comme, bon, ben à cette heure que j'en ai 2, 3, qu'est-ce que je fais? Fait que ça crée une surproduction. Tout le monde a produit du vison, il y en a trop sur le marché. Fait que l'offre est plus grande que la demande. Ça commence à virer. Fait que le manteau qui jadis valait 5 000 $, maintenant, il s'achète à 500 $. Bien, c'est sûr que la peau qui se vendait 100 $, elle dégringole aussi. OK? Puis à 500 $, il y a un autre problème. C'est que maintenant, les pauvres sont capables de s'acheter des manteaux. Mais en Chine, nous autres, on dit, ben, c'est parfait, ça fait plus de monde. C'est pas ça. C'est que si les pauvres ont des manteaux, ben pourquoi moi, si je suis riche, je m'achèterais un manteau? Les pauvres, ils en ont.
Ça a plus de symbolisme. OK? Fait que quand le prix baisse, ça devient trop accessible, ça tue la demande pour le luxe. Fait qu'on revient à NAFA, le marché baisse encore, le marché est inondé. On passe de 100 pièces par pot de vison à 50 pièces, puis à 30 pièces. Là, on est en bas du coût de production. Puis à 25, puis là, on est rendu plus proche de 20 pièces. Fait que l'éleveur de vison qui dépense 40 pour élever un vison, puis à la fin, il vend 20 pièces, il perd 20 pièces par vison à chaque année. Fait que qu'est-ce que ça fait? Il y a un paquet de monde qui, les plus wise ont tout de suite sorti, ils ont fermé boutique, ils ont tué tous leurs visons, puis là, ça a inondé le marché encore plus. Ceux qui sont restés, ils ont fait faillite, puis ceux qui n'ont pas fait faillite encore, ils vont le faire. OK? Puis il n'y a pas de cachette dans le monde du vison d'élevage. Si tu n'as pas fait faillite encore, c'est parce que tu avais de l'argent de côté, puis là, tu le vides tranquillement, puis tu fais juste retarder ta faillite. OK? Fait que les gens sortent de ça. OK? Puis les éleveurs de basse qualité ont fait faillite en premier. Puis là, il y a une leçon aussi, parce que dans la fourrure sauvage, il faut le retenir, ça. Ceux qui produisent de la basse qualité, ils font faillite en premier. OK? Ça va revenir dans notre... je suis en train de... OK. Le vison, la fourrure sauvage, bon, un vison grand, uniforme, sans défaut, facile à tanner, il est tué au maximum de maturité. Une autre leçon pour les trappeurs. C'est quoi l'affaire la plus importante pour un éleveur de vison? La date qu'il tue. Puis à tous les jours, ils les regardent, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Qui est sur le bord, il est sur le bord. Vendredi, samedi, dimanche, on tue toutes. Il tue quand la fourrure était exactement au maximum de maturité. Nous autres, on commence quand ça rouvre, puis on finit quand ça ferme. On ne pose pas de questions. Je suis content de pogner mon coyote le 26 octobre, mais le 26 octobre, il ne vaut rien. Puis il n'y a pas un éleveur de visons de la planète qui se trompe sur la date de tuer ses visons, parce que c'est le facteur le plus important. Les moules, l'apprêtage, ça n'a aucune importance comparativement à la date de la mort. Okay? C'est ça qui est le plus important. Puis au pouce carré, ben 15 pièces pour un vison, ça a fait chuter le prix de la fourrure sauvage, parce que pourquoi je paierais 15 pièces pour un vison sauvage qui est long de même, qui a deux coups de couteau, 3 morsures, puis il n'y en a pas 2 pareils, tandis que je peux pour 15 pièces avoir un vison d'élevage comme ça, d'avoir 50 000 toutes pareilles. Fait que tout ce qui ressemble à des visons, ça plante. Fait que toutes les fourrures aquatiques à poil court. Le castor, le vison sauvage, la loutre, même la martre, puis c'est encore pire pour la fourrure de basse qualité. OK? Puis là, je vais vous expliquer pourquoi. La notion de la base du marché, puis là, je pense que je vais être correct. Le top lot d'un encan, c'est pas un bon indicateur. OK? C'est souvent une bagarre politique, il y a de l'orgueil là-dedans, c'est comme les encans silencieux. Je vais essayer de t'avoir, tu vas m'avoir. Le monde, il paye un prix de fou, mais c'est pas beaucoup de fourrure, ça n'a pas d'impact. On oublie ça. Mais les 2-3 lots après, c'est ça qui établit la base du marché. Puis après ça, les niveaux baissent de à peu près 10 %. Fait que je vais vous mettre 2 exemples. En 2013, OK? Prenons un raton laveur. Le top lot, il sort à 120 $ à peu près. Meilleur raton, la première qualité qui n'est pas top lot, sera à 70 $. Là, tu dis 70, c'est bon, maudit. Ils ne sont pas tous de même. Le deuxième meilleur est à 50. OK? Puis là, le troisième à 30 $. Ça, c'est la base. Ça veut dire quoi? C'est qu'un raton, un beau raton normal, c'est 30 $. Mais après ça, si tu baisses de 10 % à chaque niveau, le 7e niveau, il est à 20 $. C'est encore très bon. Puis là, c'est le 7e niveau en importance. La base est à 30. En 2019, le top lot, il sort, mettons, 40 $. Le meilleur raton, il est à 20. Le deuxième meilleur à 16. Le troisième à 12 $. Ça, c'est la base. Bien, prends 12 $ puis enlève 10 %. Mais regardez qu'est-ce qui arrive à la fin. OK? Il ne reste rien. Fait que plus le prix est bas, plus que la fourrure de mauvaise qualité, elle tombe à rien. Puis là, il y a un paquet de fourrures qui... Quand une fourrure n'est pas vendue, c'est rare, c'est parce qu'elle est super belle. OK? Si elle n'est pas vendue, c'est normalement parce qu'elle ne se vend pas. Puis probablement qu'on aurait dû la mettre aux poubelles ou la laisser dans le bois ou faire des mitaines ou faire un siège pour son skidoo. OK? La scrap, en bon français, la fourrure de piètre qualité, est toujours difficile à vendre. Puis la fourrure de bonne qualité est toujours facile à vendre. OK? Fait que la scrap, qu'est-ce que je vais là, je vous me permettez l'expression très généralisée, la scrap, c'est les fourrures pas belles.
Le castor, il y a 8 morsures dedans, puis en plus, moi, j'ai fait 2 coups de couteau. Le coyote, il a la bedaine verte, puis le poil tombe, ou c'est un coyote galeux, ou c'est un raton du mois de septembre frappé sa route, puis, ouais, je vais peut-être avoir une coupe de pièces, je vais l'envoyer à l'encan. C'est ça que je veux dire par scrap. Mais pour une maison d'encan, là, ça, c'est un cauchemar. Parce que 10% sur une peau de 100 pièces, c'est 10 pièces. C'est le même effort pour une maison d'encan de toucher une peau à 100 pièces que de toucher une peau à 2 pièces. 10% sur une peau à 2 pièces, c'est 20 cents. Le code barre sur la peau, il vaut plus cher que ce que la maison d'encan touche pour la vente. OK? Donc, plus qu'il y a de scrap, plus que les maisons d'encan perdent de l'argent. Puis la seule raison qu'ils prennent la scrap, parce qu'ils espèrent que dans le fond, il y a 3 beaux coyotes, puis qu'ils vont refaire leur argent avec les coyotes. Mais si on envoyait juste de la scrap, on tue la maison d'encan tout de suite. Puis là, on va voir, il y a un défi qui s'en vient pour Fur Harvester, parce que la scrap, c'est les maisons d'encan qui la ramassent. Parce que les acheteurs, ils ne l'achètent pas. OK? Fait que je taponne, je fais la réception, l'étiquetage, je rouvre un compte, j'envoie 3 lettres au trappeur pour 20 cents par pot. OK? Fait qu'un 5,15, là, vous envoyez ça à NAFA, là, vous faites perdre à peu près 50 à 100 piastres à la maison d'encan en envoyant un 5,15 de bébites ramassées sur la route l'été. OK? Fait que quand on envoie de la scrap, on vide les poches de la maison d'encan. On affaiblit nos acheteurs. On revient à NAFA. Ça, c'est un problème de maison d'encan, mais c'est pas ça qui a fait mal à NAFA. De 2013 à 2019, le marché baisse. Les banques sont devenues extrêmement nerveuses. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le domaine banquier, mais ça ne me dérange pas de le dire. Une banque, ça n'a pas de cœur. OK? Ça regarde des chiffres, ça baisse. Ça fait 6 ans. NAFA avait la plus grosse marge de crédit commercial au Canada. OK? Fait que les banques là, qui prêtent de l'argent, puis ils se disent, la business, ça baisse. S'ils font faillite, là, on perd tout. Fait qu'à un moment donné, il va falloir tirer à la plug. OK? Puis toutes les maisons d'encan fonctionnent avec une marge de crédit. Ça veut dire qu'ils empruntent, je sais pas, 50 millions à la banque, ils payent les trappeurs, puis après ça, ils attendent de recevoir les chèques des acheteurs, puis ils remboursent la banque, puis après, ils font un petit peu de profit. Tout le monde marche de même. Mais la fois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la banque, la CIBC, ça ne me dérange pas d'en parler parce que c'est eux, en le fond, qui sont la cause, en tout cas, certainement. La CIBC avait garanti le paiement de la vente de NAFA pour 54 millions. Puis ça couvrait tous les trappeurs, tous les éleveurs de visons, tout le monde allait être payé après la fin. Fait que ça vous donne une idée de la grandeur de la vente, 54 millions. OK, US. Tout va bien. Le premier 50 millions sorti, puis à un moment donné, à CBC, il y a quelqu'un qui a dit « Écrif, c'est trop dangereux, on arrête. Coupe ça là, coupe ça à 50. » Fait que qu'est-ce que ça a fait? Bien, il y a eu 4 millions de chèques qui ont bondi. Pas 4 millions de chèques, mais 4 millions en argent de chèques aux trappeurs. Il y en a probablement plusieurs parmi vous qui ont connu ça. OK? Fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est que là, évidemment, c'est un dommage irréparable parce que qu'est-ce que tu dis à un trappeur? Envoie-moi ta fourrure, mais en passant, ça se peut que le chèque rebondisse. Il a rebondi la dernière fois. Ça a pratiquement tué NAFA drette, là. Pour la fourrure sauvage, c'était un coup de grâce. Le problème, c'est que NAFA s'enlignait pour faire de l'argent cette année-là. Vous comprenez? C'est pas parce que c'était mal géré, puis moi, j'étais sur le conseil d'administration. Je peux vous dire que personne n'a vu ça. C'était un move de la banque. Ça a été comme, ça se peut pas, la banque veut avoir sa marge là. Ils ont arrêté. Il n'y a pas une compagnie avec un marché en baisse qui était capable de payer ça. Fait que les chèques ont rebondi. Okay? Les conséquences, bien, qui veut financer une industrie qui décline? Je peux vous dire, on a passé à peu près 6 mois à essayer de trouver une autre banque. Ça ne vous tente pas d'investir? Ça fait 6 ans que ça baisse, puis ça va baisser encore probablement 4-5 ans. Ça vous tente-tu d'investir? Ben non, voyons non. Fait que personne ne voulait embarquer, même des investisseurs privés. Personne. Fait qu'une industrie complexe qui est constamment attaquée ses médias sociaux, dont le futur paraît mal. Fait que si les banques se retirent, personne, il ne pouvait pas continuer. Okay? Fait que ça, c'est la cause. Fait que pour vendre la fourrure, payer avec les gens riches, on en a. Culture d'afficher la richesse, il y avait ça en Chine. Produit est attrayant au niveau de la mode. C'est pas une question de mode. L'économie bonne pour du grand volume, ben non, pas tant que ça, parce qu'en Russie, c'était faible. Stabilité économique et politique, c'est zéro. Puis là, à bouteille, il y avait une menace des États-Unis peut-être allant en guerre contre la Chine. Ben, c'est pas compliqué, c'est pas bon pour nous autres. OK, à chaque fois qu'il y a de l'instabilité, puis là, on pourrait mettre ça, puis on pourrait mettre même la stabilité
au niveau de la santé, au niveau mondial. OK? Puis là, vous savez qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus. Ça leur amène de l'incertitude. Bien, l'incertitude, ça tue le luxe. OK? Si tu n'es pas sûr de perdre ta job, tu ne dépenses plus. OK? Fait que c'est pas compliqué. L'acceptabilité sociale est en baisse tout le temps parce qu'on se fait attaquer constamment par les médias sociaux. Pas plus que jamais, mais en tout cas, ça n'a pas beaucoup ralenti. Puis l'infrastructure de support, comme les tanneries, c'est en baisse. Parce que toutes les tanneries qui faisaient du vison d'élevage, ils ont fait faillite, eux autres aussi. Ils ferment, ils n'ont pas de volume. On ne peut pas garder une tannerie ouverte pour faire 3 renards puis 2 ratons laveurs. Il y a des petites tanneries qui font ça, mais ils ne sont pas capables de faire 1 million de ratons laveurs ou 600 000 renards. Vous comprenez? Fait que quand on perd les grosses tanneries, ben après ça, même si ça amène la fourrure, il n'y a pas personne qui est capable de la tanner. Okay? Sans compter l'expertise. Fait que là, je mets une photo de coyote parce que ça prend quand même un petit peu de bonheur. Hein? Les coyotes, ça se vend bien. Pas moi qui les ai pognés. Fait que pour les trappeurs, on fait quoi? Ben, on a encore des options. Hein? Le risque financier est moins grand dans le monde de la fourrure sauvage. Okay? Parce que pour les trappeurs, honnêtement, des mauvais prix, la plupart d'entre nous autres, on est capable de manger quand même le soir. Les éleveurs de visons, eux autres, ils font faillite, ils perdent leur business, ils perdent leur plan de retraite, ils perdent tout. Puis ils congédient leurs employés. Pour un trappeur, des mauvais prix, ça fait juste que ça nous a coûté plus cher. Je dirais pas qu'on a fait moins de profit. Ça nous a coûté plus cher. Puis le problème, la scrap continue. Okay? Parce que la scrap qui allait à NAFA va maintenant aller à Fur Harvester. Okay? Puis pensez, la scrap, tu dis, ouais, mais moi, je la vends tout le temps, ma scrap. Mais je vais prendre Jonathan, là, parce qu'il sait que je parle de lui dans mes conférences. Jonathan, il achète votre lot de fourrure, il a ses super pots, il est super content. Dans le fond du sac, il y a 3-4 écureuils, 2 blettes, il n'y a aucune passe pour vendre ça. Il envoie ça où? Il envoie ça à l'encan. Mais quand il envoie à l'encan, fait que votre scrap, si vous la vendez, elle se rend quand même à l'encan. Puis à chaque fois qu'il rentre une peau scrap à l'encan, ça l'affaiblit. Puis des histoires de scrap à l'encan, c'est inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer le volume de scrap qui rentre à l'encan. Okay? On ne parle pas d'il y a 2-3 pots. C'est des containers de pots qui sont pourris, qui sont gaspillés, qui sont bouffés par les bébites parce qu'il y a de tout. Là, j'ai-tu le temps de parler du castor, là, François? Il me reste un petit peu de temps. Problématique du castor, qui est tellement le fun à attraper, qui est bon à manger. Hein? On a parlé un peu de ça. Problématique du castor. Est-ce que le castor va revenir? La réponse, c'est non. OK? Il n'y a personne, je pense. Il y a tous des marchés, des petits marchés pour le castor, mais un gros marché des castors à 100$. Là. Moi, je vous fais une prédiction, on ne verra plus ça. Pourquoi? Parce que le castor, à moins que la mode change en fou, là, la peau brute, je la vends 20$. Admettons que c'est un beau castor. OK? Le faire tanner, ça coûte 20$. Puis un castor, c'est la peau la plus difficile à faire tanner. OK? Fait que ceux qui sont dans le tannage, ils le savent, c'est un animal aquatique, ça a du cuir extensible. Fait qu'il faut constamment qu'ils passent le temps à retirer la peau. Après ça, si je le fais raser, c'est un autre 20$. Puis le castor de couleur naturelle, il ne se vend pas, il faut qu'il soit coloré, tendu. Chaque couleur, c'est 20$. Fait que le gars, il vous a donné 20$ pour votre castor. Avant de commencer à faire un manteau, la peau de castor est sur la table, elle a coûté 100$. Puis là, il y avait peut-être des trous dedans, il y avait peut-être des coups de couteau, il y avait peut-être des morsures, mais le vison d'élevage, lui, il l'aurait acheté, mettons, à 50$, puis ça lui a coûté 10$ le faire tanner, parce qu'il en a fait tanner 50 000. Fait qu'il y a une plus belle peau, pas de défaut, bien plus facile à travailler. N'importe qui peut tanner un vison d'élevage. Des castors, c'est l'affaire la plus dure, puis il y a très peu de tanneries qui font des bonnes jobs dans le castor. Fait que la spirale mortelle, c'est quoi? Ça se vend pas, fait que je n'irai pas les pogner en dessous de la glace. Moi, les pogner à l'ouverture en eau claire. Parfait, j'ai pogné à l'ouverture, ils sont pas mûrs. J'envoie ça à l'encan. Faible qualité. Là, les acheteurs, ils regardent ça, ils disent, ouais. En plus que c'est dur à tanner, ce qu'on a à l'encan, ça vaut pas cher. Ils sont pas mûrs, ces pots-là. Ils ont été pris trop de bonheur. Fait que là, ben, je m'intéresse plus à ça. Les tanneries qui font du castor, ils débarquent. Fait que là, les meilleurs castors sont rendus corrects. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Fur Harvester, ils en ont des beaux castors. Oui, ils en ont. Mais la proportion des beaux castors, là, c'est peut-être moins de 10%. Puis à NAFA, il y a un gars qui m'avait dit, Herman Jansen, il m'avait dit, Serge, ça fait 10 à 20 ans qu'on n'a pas vu de beaux castors à l'encan. 10 à 20 ans qu'on n'a pas vu de beaux castors. Tu dis, ouais, mais il y en a, là, des beaux castors du Nord. Moi, je n'ai envoyé 4.
C'est ça le problème. Tu en as envoyé 4, mais le Chinois, lui, il n'ouvrira pas un Walmart pour vendre 4 castors. Ça, il en prend 50 000 qui ont été prendre sur de la glace. Puis ça, il n'y en a plus. Il n'y a plus personne qui fait ça. OK? Fait que plus ça va, plus que la qualité baisse, moins que les acheteurs sont intéressés, l'expertise s'opère, le prix de castor, c'est la spirale de la mort. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Puis la chance que ça revienne est minuscule, minuscule. Il y a d'autres utilisations, là, mais ça ne reviendra pas à 100$ avant un bon bout. OK? Là, je veux parler de la scrap, parce que quand on arrive dans un castor, c'est la même affaire. Si ça ne paye pas, je m'en fous. Ben, le castor n'est pas payant, fait que moi, je m'en fous. Je commence à l'ouverture, j'éclenche tout, ma job est faite. Puis là, bon. Puis si Jonathan ne le veut pas, je vais l'envoyer à l'encan. OK? Fait qu'en d'autres mots, je vais aller voir, je vais aller montrer mes fourrures à un acheteur privé, Jonathan ou quiconque. Puis si Jonathan dit, hey, ça, je ne peux pas prendre ça, ça n'a aucune valeur. Bon, ben, je vais l'envoyer à Führer Harvester. Mais là, tu viens d'envoyer une bombe à Führer Harvester. Tu viens de leur faire perdre au moins 50$. Si c'est la seule affaire que tu envoies, c'est de la scrap. Si tu as 300 martes, puis tu as une scrap, c'est pas grave, ils vont être bien contents. Mais si tu envoies juste de la scrap, puis à NAFA, longtemps, moi, j'argumentais pour dire ceux qui envoient de la scrap, il faut les barrer, il faut dire non. Puis ils disaient, crime, dire non à un trappeur, on ne se fera jamais pardonner. Il faut commencer à dire aux gens, si vous faites ça, il faut qu'il y ait une pénalité. Okay? Puis là, dans le vision d'élevage, en passant, ils ont un prix minimum, une commission minimum d'1$. Fait que tu veux m'envoyer un écureuil, Danny, pas de problème. Je vais te charger 1$. C'est moi, mais tu vas le vendre 10 cents. Ben justement, tu me devras 90 cents. Fait que envoie-moi un écureuil, puis envoie-moi un chèque de 90 cents avec. Puis je vais le prendre, puis je vais le mettre à la poubelle. C'est ça. OK? Fait que les maisons dans le camp viennent inonder. OK, là, inonder, c'est peut-être fort. OK? Il n'y a pas juste ça. Puis, je ne serai pas long, je vais te prendre ta question à la fin. OK? C'est pas juste ça, mais il y en a. OK? C'est coûteux pour les encans. Les bas prix attirent les cheap. OK? Fait que si j'ai des ratons, puis il y a des ratons à 1$ à l'encan, puis moi, je veux faire ça pour vendre dans une shop à touristes, que personne ne va savoir s'il est beau ou il n'est pas beau, bien, s'il y en a 1$, je vais prendre ceux-là au lieu d'acheter les beaux ratons à 15$. Mais là, on vient de donner aux acheteurs une option de s'en sortir sans payer, parce qu'on leur a envoyé des pots pas chers. OK? Puis le manteau à 500$, bien évidemment, c'est plus un luxe. Puis il est fait aussi avec de la scrap, puis que la baisse de la demande, ça nuit à l'industrie au complet. OK? Puis là, je vous dis ça, c'est encore avec... Soyez certains que ça, c'est l'opinion Serge Larivière. OK? Ce n'est pas l'opinion de NAFA. Je vous dis ma vision de ce que j'ai appris de ce monde-là. Fait que les options, c'est quoi? C'est d'être proactif. Ça veut dire quoi? Tu sais, dans les tests de piège, là, on n'a pas entendu d'avoir une loi qui nous empêchait de s'en servir. On a fait les tests avant. Là, on sait qu'il y a des pressions contre les collets. L'Institut est déjà en train de faire les tests, ces collets. Ceux qui ont vu la présentation à Pierre-Yves durant le congrès, ils ont vu comme ça a changé. On est proactif. C'est pas obligatoire de mettre des ressorts de compression, mais tabarnouche, soyez proactifs. C'est meilleur, c'est plus humanitaire, c'est plus efficace, c'est plus tout. Attendez pas que ça soit une loi, faites-le tout de suite. Bien, dans le monde de la fourrure, il faudrait faire la même affaire. Okay? Puis ça, c'est mon opinion très personnelle. Il faut être proactif dans les dates. Okay? Les dates de piégeage ont changé dernièrement, mais ils donnent encore une fenêtre de capture dans des périodes où la fourrure vaut pas cher. Puis dans la conférence, j'aimais ça, Pierre-Yves, je dois dire ça, Pierre-Olivier a mentionné qu'il s'organise pour commencer à pogner des coyotes à partir du 10 novembre. J'ai dit, as-tu vu? Il ne s'organise pas pour en pogner le 26 octobre. Il laisse passer quasiment 15 jours avant de commencer à en récolter en volume. OK? Fait qu'il essaye, même si c'est ouvert. OK? Puis je suis sûr qu'il ne fait pas rien, là. Mais comprenez-vous, on essaye quand on peut maximiser la date de la mort. C'est connu, ça. C'est pas un hasard. OK? Proactivité sur les dates, ça veut dire choisir nous autres mêmes d'attendre que la fourrure soit mûre avant d'y aller, quand on peut. Okay? Proactivité sur la formation. Formation, ça, on le fait hein, pour les cours, on est proactif. Proactivité sur la scrap, il faudrait le faire. Ça veut dire qu'un bel atelier de classement, ça serait d'amener des coyotes qui sont toutes de la scrap, qui ont l'air beaux et que c'est de la scrap. Puis dire, tu le trouves-tu beau? Ben oui, il est beau. Bon, ça, c'est un coyote à 2$. Ça, il aurait dû être laissé dans le bois, ce coyote-là. Okay? Mais c'est dur parce qu'on ne le sait pas. Puis le trappeur qui en pogne un, il est convaincu que c'est un coyote à 100$. Mais quand tu en as 25, 30, 40, tu envoies des lettres dans le tas. Quand tu es mec côte à côte, tu fais « Hey boy, je peux mettre ça? Comment?
Ben, c'est ça. Fait que former les trappeurs sur conscientiser sur reconnaître la qualité puis reconnaître la scrap. Avec quoi? Avec des formations, puis la scrap, il n'y a pas de poêle. Il a été trouvé sur le chemin au début octobre, le raton laveur. Laisse-les sur le chemin, les corneilles, il faut qu'ils mangent, eux autres aussi. OK? Plume-les pas. Envoie-les pas à l'encan, surtout pas là. OK? Fait qu'il y a de la gale, on le laisse petit et mordu, on fait des appâts. Un petit castor mordu, ou même un petit castor, c'est pas d'être... Le monde dit, ouais, mais c'est manquer de respect pour le gibier. Mais quand tu pognes un poil à touche, tu le plumes pas puis tu le vends pas. Ben, quand tu pognes un bébé castor, tu le plumes pas puis tu le vends pas. Tu le coupes en deux puis tu fais des appâts. OK? Ou tu le manges. Mais la fourrure n'a pas de marché. Il ne faut pas vendre la fourrure qui ne se vend pas. OK? Fait qu'est-ce qui nous reste de bon? Bien évidemment, le coyote. À cause des accessoires, ceux qui ont vu la parade de mode hier vont remarquer, il n'y avait pas de manteau. Hein? Le concours, c'était des accessoires. C'est ça qui se vend. Okay? Fait que la mode des petits items de fourrure. Okay? Il y a un seul défaut des accessoires. Jadis, un manteau de coyote, ça prenait 6 pots pour faire un manteau. Fait qu'à chaque fois que tu vendais un manteau, tu venais de vendre 6 coyotes. Aujourd'hui, avec un coyote, ils font 4 manteaux. Parce qu'ils prennent une bande. Pour faire une lisière de parka, ils en font 4 à peu près par coyote. Fait que, avant, 100 manteaux, ça demandait 600 coyotes. Aujourd'hui, 100 manteaux, ça demande 25 coyotes. C'est 4% de ce que c'était. Fait que les accessoires, c'est bon, mais il faut que tu en vendes en torieux avant de bouffer de la peau. Okay? Ça ne consomme pas de fourrure. C'est ça le défaut. Ça prend 25 fois plus de manteaux pour vendre le même nombre de peaux. Okay, avec une trim de Canada Goose, c'est beau. Là. Puis heureusement, ces manteaux-là sont vendus par millions. Là. Fait que ça nous aide. OK. Le futur au 1er mars, c'est quoi? Ben, le coronavirus. OK? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand il y a de l'incertitude, ça nous fait mal. À chaque fois qu'il y a le mot coronavirus, à chaque fois qu'il meurt quelqu'un, le prix de la fourrure baisse. OK? Fait que c'est pas dur. Coronavirus, le prix baisse. Trump, il pense à la guerre contre la Chine, le prix baisse. Okay? Il y a une guerre n'importe où sur la planète, le prix baisse. Okay? Ça prend de la stabilité, ça prend une bonne économie, ça prend la paix sur la terre pour que la fourrure se vende bien. Parce que quand la paix sur la terre et le futur est sécure, c'est facile d'acheter du luxe. Parce que tu as confiance dans la vie. Mais si tu penses que tu vas te ramasser dans un abri nucléaire pour une couple de mois, un manteau de fourrure, ce n'est pas vraiment la priorité. OK? Fait que l'incertitude tue le marché du luxe. Le coronavirus, présentement, il y a une incertitude à tous les jours. Vous savez, ça parle de pandémie mondiale. Là, la Chine est barrée. C'est arrivé en plus en plein dans le temps des festivités du Nouvel An chinois. Ils ont forcé les gens à rester chez eux, dans le temps où les gens dépensent le plus. Les magasins en Chine, des magasins de fourrure, sont en faillite parce que plus personne n'achète. Okay? Et là, comme je vous avais dit, en plus que le marché était saturé, en plus que même les pauvres à cette heure ont des manteaux, parce que ceux qui ont des manteaux à vendre, ils veulent s'en débarrasser, fait qu'ils font des liquidations. Les pauvres ont des manteaux. Mon voisin, il est pauvre, il a un manteau. Je ne mettrai pas un manteau, moi aussi. Ils vont penser que je suis pauvre, moi aussi. Puis c'est pas ça que je veux qu'ils pensent. Fait que je vais acheter d'autres choses. OK? Puis l'incertitude mondiale, elle touche le plus gros marché au monde. Ça ne pourrait pas avoir été à une pire place qu'en Chine. Okay? Ça aurait été n'importe où ailleurs, ça aurait été en Inde, en Afrique, en Argentine, ça aurait été pas mal moins grave. Mais en Chine, toute notre fourrure, elle s'en va là. Ou elle passe par là, ou elle va être... Comprenez-vous? Fait que là, puis là, la Russie n'est pas revenue, leur monnaie est encore faible. La Corée, maintenant, est paralysée parce qu'il y a du coronavirus aussi. Toute l'Asie. Fait que là, puis là, le vision d'élevage, bien évidemment, ça ne s'améliore pas. Oups. Fait qu'en temps de changement, le contexte présentement, là, puis à Fur Harvester, ils le savent, là, on n'a pas besoin de leur dire, ils le savent, c'est le pire contexte qu'ils pourraient avoir pour eux autres. Ils se ramassent la seule maison dans le camp. Ça veut dire qu'ils vont ramasser, oui, un paquet de belles fourrures, mais ils vont ramasser aussi toute la scrap qui est à l'ANAFA. Ils ont des défis de croissance. Ceux qui ont des entreprises, ils le savent. Si tu doubles ton chiffre d'affaires dans un an... ça te prend du monde, puis c'est dur, puis tu as des maladies de croissance, c'est dur à gérer la croissance. Bien, Fur Harvester, ils ont ce défi-là. Et ils ont le défi qu'il n'y aura pas de Chinois dans la salle. Et toutes les autres années, il y aurait eu des Chinois, mais là, il n'y aura pas de Chinois. Puis qui veut passer 3 jours dans une salle remplie de Chinois? Personne. Puis qui veut prendre l'avion en ne sachant pas si tu vas passer 40 jours en quarantaine, mais que tu atterrisses à Montréal ou à Toronto?
Personne. Fait que les Chinois ne viennent pas. Comment ça va se faire, on ne le sait pas, mais je peux vous dire, tout le monde est extrêmement nerveux parce qu'à chaque année, on se dit, c'est sûr qu'on a pogné le fond, c'est impossible, ça baisse plus bas. Moi, je pense que cette année, ça va baisser encore. Ça, c'est ma prévision. OK? Puis, Fur Harvester, écoute, ils ont collecté plus de fourrure qu'avant parce que tous les trappeurs de NAFA se sont cherchés une maison. Hein? Sur le conseil, dans les bonnes années, on avait 15 000 membres. Okay, on s'est rendu même à 20 000 au pic. Puis, dans les dernières années, on était à peu près à 12 000 trappeurs qui faisaient plus que 1 000 $ de fourrure par année qui vendaient à NAFA. Bien, tous ces gens-là cherchent une maison, cherchent un acheteur. OK? Fait que tous les trappeurs de NAFA sont devenus des agents libres. La bonne nouvelle, il y en a une, c'est que ça a emmené une petite hausse les prix offerts par les commerçants. Parce que les commerçants, ils savent que si je suis capable d'acheter la fourrure à Denis Paquette cette année, puis il revient l'année prochaine, j'ai un client, il faut que je me batte. Fait que je vais peut-être donner 2 piastres de plus cette année que le marché parce que je veux obtenir sa business. Je veux essayer de le rendre loyal. Fait que là, cette année, c'était un Moses de bon moment. Puis c'est pas parce que je fais pas de promotion d'un ou de l'autre, mais ça existe. Il y a des bons prix offerts parce que les gens se battent pour le marché. Okay? Puis c'est aussi un bon moment pour l'auto-mise en valeur. Ça veut dire quoi? J'ai pogné un renard, je vais le vendre pour 20 $ ou je le fais tanner, puis je me fais enfin mes mitaines que j'ai toujours voulu avoir. Okay? Puis c'est un bon moment pour éduquer, okay? Puis dire, là, je vais essayer d'aller dans les affaires, puis apprendre c'est quoi qui est de la scrap, puis à chaque fois que je vais en pogner un, je vais regarder, je vais dire, ouais. Puis moi, je peux vous dire, les castors, quand j'ai brosse, puis je vois du sang, ou je vois des trous dedans, là, ben, au meilleur, il vaut 8, puis avec des trous, il tombe à 3. Ben, ça fait des bons appâts, même s'il y a du poil dessus. OK? Puis ça, c'est... Vous allez dire, ben oui, mais tu sais bien mieux de le vendre. Mais si ce castor-là, je le vois sur le chemin au mois de juillet, il ne vaut rien, puis je ne le vends pas, bien, si je l'ai pogné le 15 novembre, puis il est plein de trous, il ne se vend pas non plus. Fait qu'il faut être capable. Puis ça, c'est dur, parce que... Puis c'est pas une question de mise en valeur. Si tu plumes quelque chose qui n'a pas de valeur, tu t'aides pas. Il faut être capable de reconnaître ça, puis de dire, regarde, il y a de la gale, là. Ça ne sert à rien de plumer ça. Je touche pas, je demande, je sauve ma barrure, mon spring, je le laisse là. Puis c'est dur à faire, Mais ça fait partie de qu'est-ce qu'il faut faire, je pense. Fait que mes conclusions, c'est que s'il n'y a pas de marché de la fourrure, là, tout le reste n'a pas d'importance. OK, on fait des tests de pièges, là, puis moi, je vais vous dire, je trouve ça beau, les tests de pièges, mais présentement, là, au niveau mondial, là, je m'en fous des tests de pièges. Parce que même si on a les pièges les plus efficaces sur la planète, là, si on n'a pas de marché, là, il n'y aura pas de demande. Là. S'il n'y a pas de marché pour les coyotes, là, les ressorts de compression, ça n'a pas d'impact, on n'en tuera pas de coyotes. Personne ne va vouloir aller mettre de l'énergie là-dedans. Okay? Donc, il faut être proactif, comme dans les tests de piège. C'est le temps, là. Il ne reste plus grand monde. Puis là, j'ai souvent dit, c'est le temps là, de changer. Il reste des 2000 trappeurs là, au Québec, là, c'est le temps. Là. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui trappent encore, c'est parce que vous êtes craquants en maudit. Bien, c'est le temps là, de donner des cours et de dire aux gens, là, regardez, à partir de la formation maintenant, là, on va vous parler de l'importance de reconnaître la qualité puis d'encourager les meilleures pratiques puis les dates. Si tu as le choix, OK? Puis c'est le meilleur temps pour changer une culture. Puis ceux en entreprise, ils le savent, le meilleur temps pour changer une culture, c'est quand il n'y a pas grand monde. Quand il y a 500 personnes, c'est dur. Changer la culture du gouvernement, c'est pas facile, puis celle d'Hydro-Québec non plus, apparemment, qu'on me dit. OK? Mais quand il n'y a pas grand monde, c'est le temps. Puis là, on est au plus bas de nos effectifs qu'on sera probablement jamais. Puis c'est pas le trappage qui est menacé. OK? Ça aussi, je veux mettre ça au clair. Des fois, le monde dit, t'es-tu en train de dire, le trappage n'est pas menacé pantoute. C'est le trappage pour la fourrure qui est menacé. C'est pas le piégeage, c'est pas la capture. Michel Duranceau le sait. T'as des demandes pour les castors, l'été, il va en avoir tout le temps, de plus en plus. C'est pas ça qui est menacé. C'est la vente de la fourrure. Pour la fourrure, c'est ça qui est menacé. Fait que je finis avec ça en vous disant, faut pas perdre les coyotes. OK? Le marché des coyotes, il est encore bon. Puis ceux qui en ont dans un marché descendant, il y a un seul conseil, c'est attendez pas. Attendez pas l'année prochaine. Ça fait longtemps qu'on pense que le marché du coyote va changer. Personne à date, il n'y a pas de signe. Mais avec ce qui arrive présentement, ça se peut que ça soit le début
de la fin de la gloire du coyote. Ça se peut. OK? Fait que ceux qui en ont, là, c'est pas le temps de dire, je vais mettre mes fourrures puis je vais attendre. OK? C'est le temps de vendre. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup.